Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La femme au cœur des priorités de développement de l'Union africaine dont le 24e sommet s'est ouvert ce lundi. Ainsi, l'année 2015 a été décrétée année de l'autonomisation des femmes. Élu président, Edgar Lungu a prêté serment ce dimanche en Zambie. Quels défis devra-t-il relever? Élément de réponse dans ce journal. Et puis, quelle retombée de la chute des cours du prix du pétrole sur les économies africaines? Alors que les pays producteurs sont sous pression, les consommateurs, eux, profitent de la baisse effective des prix du carburant. 2015, année de l'autonomisation de la femme et développement de l'Afrique pour la concrétisation de l'agenda 2063. Tel est le thème retenu pour la 24e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine qui se tient jusqu'au 31 janvier à Addis Abeba en Éthiopie. Un moyen de réaffirmer la volonté des États africains d'associer la femme en tant qu'acteur principal du développement. Birama Saonera. 2015 décrétée l'année de l'autonomisation des femmes en Afrique. Une décision importante de l'engagement de l'Union africaine, faisant de 2010-2020 la décennie de la femme africaine. Objectif, promouvoir la gente féminine sur le continent. Bien que les femmes soient source de vitalité économique en Afrique, la discrimination compromet trop souvent leurs chances. Nous proclamons cette année de l'autonomisation des femmes, en raison de la nécessité urgente d'aborder les questions relatives à la condition des femmes en Afrique et le rôle critique que les femmes peuvent jouer dans la survie et le développement de notre continent. Ce faisant, nous espérons galvaniser les énergies, les actions de sensibilisation, des ressources et orientation de la politique pour atteindre les objectifs concrets et mesurables. Les femmes représentent plus de 50% de la population africaine. Cependant, la majorité travaille dans des conditions précaires. Selon les organisations de travail, l'autonomisation des femmes constitue un véritable levier de lutte contre la pauvreté sur le continent africain. C'est les femmes qui gardent le ménage aujourd'hui, c'est les femmes qui constituent le socle de la famille. Donc de plus en plus, toutes les femmes ont compris qu'elles doivent travailler. Et en Afrique aujourd'hui, toutes les femmes travaillent, elles ne sont plus comme dans le passé, où c'est les hommes qui doivent tout faire pour les femmes. Les hommes ont envahi la sphère politique, ils ont été les premiers occupants du champ politique. Aujourd'hui, les femmes veulent se frayer un chemin et ce n'est pas évident. Pour que les femmes montent, il faut bien que quelques têtes d'hommes tombent. Du coup, ce qu'il nous reste à faire, c'est de plaider, c'est de faire du lobbying pour qu'il y ait des textes qui définissent des béquilles institutionnelles qui permettront de combler le gap. En 2050, les Africains constitueront 22% de la population mondiale. En plus de défis démographiques, l'Afrique devra faire face et trouver une solution adéquate à la question du genre et du développement. Les fils de l'ancien président égyptien libérés en Égypte, une décision des autorités qui est intervenue au lendemain du 4e anniversaire du soulèvement populaire de 2011. Alaa et Gamal Moubarak avaient en effet dépassé le temps maximal de détention provisoire. Ils devront toutefois se présenter devant le tribunal pour 2 affaires de corruption. Les 2 fils de l'ancien Raïs sont accusés d'avoir détourné plus de 10 millions d'euros de fonds publics. La Zambie a un nouveau président de la République. Il s'agit d'Edgar Lungu. Il a été élu avec 48,33% des voix ce samedi. Jusqu'ici ministre de la Justice et de la Défense, il prend donc les rênes du pays pour les 19 prochains mois, le temps de la fin du mandat de Michel Sata, décédé en octobre 2014. Ibrahim Ndiaye. En conformité avec la loi et après vérification du résultat de la 6e élection, je déclare Edgar Lungu président. Edgar Lungu a été élu nouveau président de la République en Zambie avec 48,33% des voix lors du scrutin du 20 janvier. Edgar Lungu était le ministre de la Justice et de la Défense. Il dirige désormais le pays pour les 19 prochains mois, le temps de la fin du mandat de Michel Sata, décédé en octobre 2014. Mais de nombreux défis attendent le nouveau chef de l'État zambien, notamment la relance de l'économie, mais également le maintien de l'unité nationale. L'élection du nouveau président Edgar Lungu, qui était le ministre de la Défense, en fait, il était attendu pour remporter ces élections, surtout que le système zambien permet de remporter les élections sans avoir 50% au premier tour. Mais il devra composer avec l'équipe, notamment l'opposition, parce qu'il a une courte majorité, ce qui dit que finalement, il n'a pas l'adhésion de la majorité des Zambiens.
En même temps, il faut s'attendre à des problèmes au niveau de son parti politique parce qu'il y a eu beaucoup de divisions, beaucoup de dissensions au sein du parti. Il doit essayer de recoller les morceaux. Le troisième défi est surtout au niveau économique. Il doit relever la situation du pays au niveau économique et en même temps, disons, remettre le pays sur les rails de la croissance économique pour stabiliser le pays et en même temps, disons, continuer ce qui a été fait depuis le début de l'indépendance de la Zambie, surtout l'unité nationale. Le nouveau chef de l'État, Edgar Lungu, a prêté serment ce 25 janvier. Il avait promis pendant sa campagne électorale de continuer le travail de son prédécesseur, notamment la poursuite de divers projets d'infrastructures à travers le pays. Il promet également de protéger les intérêts des investisseurs étrangers. Son rival, Hakainde Hichilema, candidat du Parti de l'Unité pour le développement national, a obtenu quant à lui 46,67% des voix. 11 candidats étaient en lice lors de ce scrutin présidentiel. Dans l'actualité également, première comparution de Dominique Ongwen devant la Cour pénale internationale ce lundi. Une audience pour vérifier son identité et lui notifier les charges de crimes contre l'humanité et crimes de guerre retenus contre lui. Rappelons que cet ancien commandant de l'armée de résistance du Seigneur s'était lui-même constitué prisonnier auprès des forces spéciales américaines en Centrafrique début janvier 2015. Malgré un léger rebond, des incertitudes persistent sur la volatilité des cours de l'or noir. L'effondrement du prix du baril a lourdement affecté les pays producteurs du continent, à l'instar du Nigeria. Mais cette mauvaise conjoncture ne fait pas que des perdants. Le portefeuille des ménages en profite. Adan Faro et Amira Benjabala Jean-Pierre. Au Nigeria, le pétrole représente 95% des recettes en devises. Un chiffre qui dévoile à quel point le pays est sous pression depuis que les cours mondiaux de l'or noir ont basculé sous la barre des $50. Et même si les hydrocarbures ne fournissent que 15% de la richesse produite dans le pays, le pétrole reste l'industrie la plus emblématique du Nigeria. Et la volatilité des cours mondiaux menace la croissance de nombreuses entreprises liées au secteur. Et le fait que les prix du brut chutent signifie qu'il y a une réduction presque directe sur les recettes d'exportation et donc le risque d'être à court de devises planes. Le naira nigérien est à un niveau record. La Banque centrale n'a pas la puissance. Il est inévitable que la monnaie aille bien au-delà de 200 naira pour $1. Il pourrait même aller à 220 naira pour $1. Des États producteurs de pétrole, grands perdants de la baisse du cours de pétrole, et à l'inverse des consommateurs qui sortent grands gagnants. La chute du prix du baril a été répercutée sur les tarifs à la pompe. C'est le cas au Kenya où les professionnels du transport en tirent des bénéfices. Lorsque les prix étaient plus élevés, nous chargions nos motos pour 100 shillings. C'est maintenant 50 shillings. Si la baisse des prix continue, nous serons en mesure de bénéficier d'affaires encore plus juteuses. Autre pays concerné, l'Angola, deuxième producteur de pétrole du continent. Sa monnaie, le kwanza, a perdu plus de 3% depuis septembre et accumule des records de baisse quotidiennement. Enfin, l'un des derniers venus comme pays producteur de pétrole, le Ghana, a déjà consulté le Fonds monétaire international pour tenter de stabiliser sa monnaie plongeante. Un programme agricole pour aider les victimes de la guerre à se reconstruire en République démocratique du Congo. Il a été initié conjointement par 4 agences des Nations Unies et concerne près de 600 familles dans la localité de Luango. Amira Benjabala Jean-Pierre. Luanga, en République démocratique du Congo, un village situé à environ une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Goma. Ici, le conflit au Nord Kivu a contraint des milliers de familles à fuir maison et travail. Dans le cadre d'un programme agricole initié conjointement par 4 agences des Nations Unies, 600 familles sont revenues vivre chez elles. Pendant cette période de 5 ans, les populations bénéficiaires, c'est-à-dire les populations retournées qui étaient jadis dans les cas et environ, vont bénéficier, vont cultiver pendant 5 ans sans pour autant payer le métayage. En revenant vivre chez elles après avoir vécu des années dans des camps, ces familles déplacées ont retrouvé leurs fermes envahies par les mauvaises herbes. Sans cette aide de l'ONU, elles n'auraient jamais pu continuer à cultiver leurs terres. Les différents ménages qui ont été identifiés et qui sont bénéficiaires de ces projets
sont regroupés dans ce que nous appelons groupement de producteurs. Et dans ces groupements de producteurs, ils sont accompagnés pour avoir une bonne politique de gestion commune qui fera justement leur force, au lieu que chacun puisse travailler d'une manière dispersée. La République démocratique du Congo dispose de 80 millions d'hectares de terres arables et quelques 70% de la population travaille dans l'agriculture. Pourtant, le pays dépense chaque année des sommes très importantes dans l'importation de denrées alimentaires. Il s'agit, grâce à ce programme des Nations Unies, d'aider les réfugiés à reprendre le cours de leur vie, tout en dynamisant un secteur agricole très prometteur. Troisième journée du groupe B de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Ce lundi, les rencontres du jour ont opposé le Cap-Vert à la Zambie et la République démocratique du Congo à la Tunisie. Retour sur les temps forts avec Paul de Singwe. La Tunisie et la République démocratique du Congo se hissent en quart de finale de la CAN 2015. Dès la première mi-temps, la Tunisie dominatrice finira par trouver le chemin des buts par l'entremise de son attaquant Ahmed Kaichi. À la 31e minute d'une tête plongeante, le Tunisien trompe le portier congolais. Bien en place à la seconde période, le Congo saura réagir et revenir au score. À la 66e minute, Bokali égalise et envoie son équipe en quart de finale. On a vu une équipe tunisienne avec beaucoup plus d'expérience, avec des joueurs extrêmement talentueux comme Yassine Chikaoui qui a montré, de par son expérience et de par son talent, que justement cette équipe de Tunisie là avait justement les armes pour se qualifier et qu'elle était, comme on le pensait bien, la favorite de ce groupe-là, avec des joueurs comme Wabi Kazri qui a pas brillé offensivement, mais qui défensivement dans le replacement a systématiquement pris son vis-à-vis comme il se devait. En face, on avait une belle équipe de la République démocratique du Congo, mais qui manquait un peu plus d'expérience, qui avec des joueurs qui ne se connaissaient pas assez selon moi. On l'a vu avec Bolassi qui est censé être, si vous voulez, une révélation de cette Coupe d'Afrique-là. Tout le monde l'attendait. Malheureusement, l'enjeu et la pression peut-être, ou le manque d'expérience à ce stade-là de la compétition leur ont manqué. Dans l'autre rencontre de cette poule B, sous une pluie battante, le Cap-Vert a fait jeu égal avec la Zambie, 0 but partout, synonyme d'élimination. La rencontre du Cap-Vert qui s'est déroulée sur un terrain complètement détrempé, donc avec des conditions climatiques très très difficiles, et cette rencontre-là, donc le terrain était quasiment impraticable. Donc le Cap-Vert de Ryan Mendes, donc c'est un score assez logique, également de parité, pas beaucoup d'occasions à se mettre sous la dent. Donc c'est triste parce qu'on constate que le Cap-Vert reste sur une bonne dynamique sur les dernières années, notamment lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, où je rappelle que quand même elle a sorti le Maroc. Donc ça reste une nation émergente de son continent-là. Malheureusement, ils ne franchiront pas le tour de poule. Donc on s'y attendait un petit peu, mais ça reste un score logique. Derby congolais pour les quarts de finale. La République démocratique du Congo jouera contre le Congo et la Tunisie s'opposera à la Guinée équatoriale. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.